Bonjour tout le monde. Dans cette session pratique, je vous propose d'étudier le problème de désaxement des clients d'une entreprise, enfin un opérateur téléphonique ou bien une banque, avec des algorithmes venant de la classification, c'est-à-dire des algorithmes machine learning. Et on va utiliser la technologie Python à cet égard. Alors, je vais vous montrer le fichier que je vous propose d'analyser. Il s'agit en fait d'un fichier CSV, Comma Separator Value, qui contient à peu près 10 000 lignes, c'est-à-dire 10 000 clients, et nous avons à peu près 11 colonnes, d'accord? Donc, 10 colonnes qui représentent des variables contenant de l'information ou pas, donc des variables explicatives. Et on va voir est-ce que toutes ces variables contiennent de l'information ou pas. Et la dernière colonne, eh ben, c'est exited, c'est une colonne qui contient notre variable cible, c'est-à-dire l'état du client. Bien sûr, il s'agit des données historiques. Alors, ça veut dire que le client a quitté l'entreprise, c'est-à-dire il a changé d'opérateur téléphonique ou bien il a changé de banque. Et 0, ça veut dire que le client n'a pas changé de banque ou bien il n'a pas changé d'opérateur téléphonique. Donc, nous avons pour la variable cible une variable discrète 1 ou 0, c'est-à-dire quand on encode client qui a quitté, client qui n'a pas quitté, on encode ces deux expressions numériquement, on va obtenir 1 et 0. Donc, il s'agit d'une variable cible discrète, binaire. Alors, on connaît l'entête de ce fichier, c'est-à-dire la nature des colonnes, et nous avons une variable cible. Alors, on peut tout simplement utiliser l'apprentissage supervisé, un apprentissage supervisé, de l'apprentissage automatique, du machine learning. Et puisque la variable cible est une variable discrète, donc on va appliquer une classification. Une classification. Donc, avant de commencer l'analyse, en fait, il faut bien sûr suivre une méthodologie. Là, je vous montre la méthodologie CRISP-DM, CRISP Data Mining, développée par IBM. Enfin, on remarque que cette méthodologie est une méthodologie cyclique, qui commence par la compréhension du métier, puis la compréhension des données, et on trouve les données au milieu du cycle. Donc dans notre vidéo aujourd'hui, on ne va pas utiliser vraiment cette méthodologie car IBM vient de sortir en fait une nouvelle variété de la méthodologie CRISP-DM qui s'appelle la méthodologie IBM Master Plan. Donc, j'explique cette méthodologie. Donc, cette méthodologie est divisée en étapes. On commence par la compréhension du métier, ou bien business understanding. Donc, par rapport à la compréhension du métier, voilà, nous avons réalisé une présentation à Esprit School of Business, c'est-à-dire moi et mon collègue Aimé Brick. Lui, il est chef de département mathématiques, il est mathématicien dans cette école de business. Et dans cette présentation, c'est-à-dire on parle de l'importance de l'étude de ce problème, c'est-à-dire c'est un problème lié, c'est-à-dire on sait bien que dans une entreprise, on s'intéresse beaucoup au profit. Donc le profit est corrélé au nombre des clients. Donc une entreprise essaie toujours d'augmenter le nombre de ses clients pour augmenter son profit. Il existe deux techniques pour augmenter le nombre des clients. Soit on va recruter des nouveaux clients, ou bien on va garder, c'est-à-dire fidéliser nos clients actuels, déjà acquis. Sauf que les études en fait en matière de gestion, enfin de management et de business montrent qu'il est plus facile de garder ses clients, ses propres clients, que de recruter en fait des nouveaux clients. C'est-à-dire souvent recruter de nouveaux clients est plus cher. En effet, les marchés sont saturés, les marchés, il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, si je parle du marché tunisien par rapport aux opérateurs téléphoniques, on trouve Tunisie Télécom, on trouve Orange, on trouve Ooredoo, par exemple. Donc, les clients sont départagés entre ces trois, exclusivement entre ces trois opérateurs.
Donc, il est compliqué vraiment de recruter de nouveaux clients. Il est cher de recruter un nouveau client, c'est-à-dire il faut faire de la publicité, donc ça coûte cher. Par contre, garder en fait ses clients est plus facile. Alors, bien sûr, quand on garde en fait nos clients, enfin, comment on va garder nos clients? Donc, on va bien sûr peut-être leur proposer des promotions ou bien des offres, sauf que les ressources en fait d'une entreprise sont limitées, c'est-à-dire on peut pas offrir des offres à tous les clients de l'entreprise. À cet égard, il est utile de connaître vraiment, de cibler vraiment les clients potentiels qui vont quitter. C'est-à-dire, en fait, ça sert à rien de cibler des clients, quoi qu'il en fasse, en fait, ils vont quitter, ou bien des clients qui sont très fidèles et qui vont rester. Voilà. Donc, je ne vais pas en fait passer trop de temps sur la partie business. Ce qui nous intéresse donc dans cette vidéo, c'est la partie implémentation des codes Python et tout. Enfin, juste, vous pouvez trouver à la fin de la présentation, c'est-à-dire une architecture complète d'un système d'aide à la décision pour un problème de désaxement des clients. C'est-à-dire on commence à partir du système CRM, Customer Relationship Management, et des données venant de l'opérateur, c'est-à-dire du département Mobile Switching Center. Puis on va mélanger tout le monde, toutes ces données dans un data warehouse, c'est-à-dire avec les technologies et les techniques BI, Business Intelligence, des techniques ETL. Puis une fois nous avons ce data warehouse, c'est-à-dire nous avons deux possibilités, soit attaquer le problème de désaxement, churn prediction, ou bien on peut passer en fait à la segmentation de nos clients. D'accord? Et à la fin, on va finir en fait, soit on va envoyer les résultats vers les décideurs, ou bien vers les départements qui s'intéressent au lancement des campagnes de fidélisation des clients. Donc, voilà ce qu'on propose à nos étudiants à Esprit. C'est-à-dire comme exemple de la classification en machine learning. Donc, je reviens maintenant aux données. Donc, laissez-moi en fait vous montrer quand même le fichier. Donc, le fichier, en fait, je viens de l'ouvrir avec un éditeur de texte open source, LibreOffice. Vous pouvez utiliser Excel avec Windows. Et voilà, donc il s'agit d'une table, 1000 lignes, enfin 10 000 lignes en Scala. Et bien sûr, afin de déterminer la nature du séparateur du fichier, j'utilise en fait un éditeur de texte light, More, d'accord? Puis j'utilise Linux. Vous, sur Windows, vous pouvez utiliser soit notre bloc-notes, d'accord? Ou bien vous pouvez utiliser Notepad, ou bien Notepad++, ok? Ce sont des éditeurs de texte light. Voilà, donc je clique, donc on voit bien que le séparateur ici utilisé est une virgule. Donc il s'agit vraiment d'un comma separator value file. Ok, donc c'est bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai ouvert le fichier Jupyter Notebook à l'intérieur du répertoire où se trouve le fichier des données. Après, si vous voulez, par rapport à la taille de ce fichier, donc j'utilise cette commande, donc il s'agit d'un fichier qui pèse à peu près 672 kg. D'accord? Kilo-octets. Allez, on va commencer donc notre analyse. Je vais créer quelques cellules. Je viens à la première cellule et je change sa nature. Alors, hashtag, et on va écrire analyse, ou bien analyse des données issues d'un problème de désaxement des clients d'une entreprise. Donc, l'expression entreprise, enfin le mot entreprise regroupe les banques et regroupe aussi les opérateurs téléphoniques, ou bien les entreprises en marketing, ou bien les entreprises en e-business, en commerce électronique. Donc, tout d'abord, on va commencer par le chargement des bibliothèques utiles, donc chargement des modules utiles pour l'analyse, d'accord?
Tout d'abord, je vais en fait écrire cette commande magique Jupyter Notebook, donc matplotlib inline. Après, je vais vous expliquer à quoi ça sert cette commande. Cette commande permet de coller les figures à l'intérieur de ce fichier. D'accord? Après, on va utiliser une autre commande, matplotlib qt. Qt, c'est pour qui réfère en fait à la bibliothèque très très connue Qt5. C++, c'est une bibliothèque graphique. Bon, pour l'instant, je vais en fait commenter la deuxième commande. On va utiliser matplotlib inline avec un pourcentage. Puis je vais charger les modules de base de l'analyse, donc NumPy, Numerical Python, puis Pandas pour Panel Data, puis Matplotlib. Et je vais charger plutôt PyPlot, enfin le sous-module d'analyse, enfin de présentation, de représentation graphique qui s'appelle PyPlot. Matplotlib contient plusieurs sous-modules. Et puis je vais ajouter en fait un autre module d'affichage qui est plus avancé que Matplotlib, qui s'appelle Seaborn. Donc import Seaborn as SNS. D'accord? Allez, je vais exécuter, donc Shift Entrée. On va attendre un peu. Pourtant que mon ordinateur charge ces modules. Puis on va passer en fait au chargement des données dans l'environnement. À cet égard, je vais créer un data frame, donc DF, c'est data frame. Donc j'utilise le module pandas PD. Dans le module pandas, j'utilise la méthode read. Donc on voit bien que pandas permet de charger plusieurs types de fichiers. Donc notre fichier est un fichier, bon je vous montre en fait l'ensemble des méthodes read, table, stata, SQL table, query, SQL SPSS, et ainsi de suite, pickle. Nous on va utiliser CSV. Donc il suffit de mettre ici le nom du fichier. Voilà, donc bien sûr je suis en train de travailler dans le même répertoire. Pour vous, vous pouvez utiliser notre technique. Hein. Vous pouvez, par exemple, cliquer ici, sur ce répertoire. Voilà, File Browser. Puis on clique ici, Upload Files. Puis on va aller récupérer le fichier, d'accord? Bon, je charge les données. Voilà, donc j'ai réussi maintenant à charger les données dans l'environnement Jupyter Notebook. Maintenant, je vais commencer bien sûr à appliquer la méthodologie IBM Master Plan. Donc cette méthodologie commence par la compréhension du métier. J'ai fait ça rapidement, hein, très très rapidement. Vous pouvez vérifier notre travail collectif, moi et Ayman Benbri. Puis, une fois on comprend bien notre métier, on passe à une approche analytique. Donc dans l'approche analytique, on va choisir est-ce qu'on va faire une classification, ou bien on va appliquer une régression, ou bien est-ce qu'on va appliquer une réduction de la dimensionnalité, réduction des dimensions, ou bien une segmentation classique. C'est-à-dire, on va chercher les structures cachées de nos données. Bien sûr, bien évidemment, je viens de vous expliquer que la variable cible est une variable discrète, binaire, alors on va faire une classification. Et puis, par rapport aux data requirements, en fait, dans cette étape, c'est-à-dire le business analyst ou bien le data scientist dans l'entreprise, il s'intéresse en fait à connaître les variables pertinentes qui permettent de quantifier l'état d'un client qui va quitter. C'est-à-dire, on va dire, tiens, est-ce que l'âge du client est une variable importante? Et bien, si l'âge du client est une variable importante, on va donc dans le cahier de charge rédigé ici dans le data requirements, on va dire, tiens, on veut les âges de nos clients. Après, on va dire, est-ce que le sexe du client est important? Après, on va dire, est-ce que l'adresse du client est importante comme variable, et ainsi de suite. Donc, en data requirements, on va dresser un cahier de charge contenant l'ensemble des variables essentielles à notre étude. Bien sûr, on ne va pas faire ça maintenant, car le fichier est déjà chargé. Enfin, on va travailler sur un fichier qui existe. Moi, je l'ai récupéré sur Internet, sur le site Kaggle. Et puis, dans la partie data collection, donc à partir de ce cahier de charge, on va commencer à collecter des données. On peut utiliser du web scraping, en fait, à partir de Twitter, à partir des sites web, avec la technique qui s'appelle scrapping.
Enfin, les gens qui font du développement web savent faire ça. On peut faire ça en Python avec Selenium, puis avec la bibliothèque requests, et puis on commence à charger les fichiers HTML, puis on va les parser avec, par exemple, Beautiful Soup. Bien sûr, on ne va pas faire ça car nous avons déjà les données. Puis, on passe à la partie compréhension des données, puis préparation des données, puis on passe à la modélisation. Donc, à partir de maintenant, on va commencer ici. C'est-à-dire, on va commencer au niveau de la partie compréhension des données. La partie compréhension des données. Allez-y. Donc, on vient de charger nos données dans l'environnement Jupyter Notebook et on va essayer de les comprendre. Allez-y. Donc, tout d'abord, en fait, on va afficher, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter des méthodes, c'est-à-dire si je parle correctement, hein, puisque en Python, tout est objet. En fait, ils disent que Python est un langage facile, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est un langage très très important. C'est vrai, facile à implémenter, c'est-à-dire on peut apprendre Python rapidement, mais afin de devenir expert, en fait, je pense que il s'agit presque de la même complexité algorithme que C++ ou que Java. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc, head, ici, en fait, on peut considérer ça comme méthode si on parle programmation orientée objet, ou bien on peut dire c'est une fonction. Voilà, donc je vais vous montrer l'utilité de quelques méthodes. Donc voilà, j'exécute head, et on voit que cette commande me permet d'afficher les 5 premiers clients. Voilà, à partir du client numéro 0 jusqu'au client numéro 4. Donc de 0 à 4, nous avons 5 clients. Par défaut, hein. Bon, par exemple, si je mets ici 10, eh ben, je vais afficher les 10 premiers clients. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ok, donc allez, afin de gagner un peu d'espace, je vais mettre 2. Donc je vais afficher les 2 premiers clients. Et puis, on peut utiliser cette commande tail, qui permet en fait d'afficher par défaut les 5 derniers clients. Les 5 derniers clients, d'accord? Voilà, avec les lignes et les colonnes. Et bon, par exemple, si je mets 2, eh ben, on va afficher les 2 derniers clients. D'accord? Maintenant, bon, je vais créer quand même quelques cellules. Maintenant, je vais c'est-à-dire afficher plusieurs informations utiles avec la commande info. Donc, la méthode info, donc figurez-vous, hein, quand je parle d'une méthode, donc je mets 2 parenthèses, car il s'agit en fait d'une fonction en programmation modulaire, on dit méthode en programmation orientée objet. Alors, je fais df.info avec 2 parenthèses, donc j'obtiens plein d'informations. Tout d'abord, df est un objet, est une instance de la classe DataFrame. C'est-à-dire dans la bibliothèque ou bien le module Pandas, nous avons en fait des classes et nous avons la classe DataFrame, voilà, donc D est majuscule par convention, et df est une instance de cette classe, est un objet. Donc dans cet objet, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 10 000 entrées, 10 000 lignes indexées à partir de 0. Donc Python, il est comme C++ ou bien comme Java, commence à partir de 0, donc on n'est pas comme R, on commence à partir de 1. Bien sûr, quand je commence à partir de 0 et j'ai 10 000 lignes, donc je finis à 9 999, et puis j'ai 14 colonnes. 14 colonnes, et à chaque fois, nous avons en fait le nombre des champs remplis, donc on peut remarquer déjà qu'on n'a pas des valeurs manquantes. On peut déjà réaliser l'existence des champs vides, c'est-à-dire des valeurs manquantes, directement avec cette méthode info. Donc c'est une méthode hyper importante qui permet d'agréger plusieurs informations en même temps. Voilà. Et puis on trouve ici le type de chaque colonne. Donc cette colonne est une colonne contenant des entiers codés sur 64 bits, d'accord? Et puis surname est une colonne, c'est une chaîne de caractères. Voilà. Géographie et gender aussi. Donc j'imagine que gender c'est mâle ou femelle. Voilà. Géographie, après on va voir, nous avons Germanie, France et Spain, l'Espagne. Puis nous avons par exemple ici balance, c'est une variable réelle, donc float codée sur 64. Et à la fin ici, on trouve memory usage, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace mémoire vive, donc c'est 1,1 méga.
Donc, le fichier initialement qui fait sur le disque dur 673 kg à peu près, devient 1,1 méga quand on le charge dans Jupyter Notebook. Voilà, donc, d'après cette commande, on remarque qu'il existe en fait des colonnes qualitatives qui nous posent un problème d'encodage de ces variables qualitatives. Voilà. Après, on est content. Pourquoi? Car il n'y a pas des champs manquants. Heureusement pour nous, il n'y a pas des champs manquants. Ok, donc, je continue. Je continue dans mon analyse. Alors, par exemple, je peux ici afficher, enfin, affichage de la structure des données. Donc, je fais df.shape, d'accord? Pardon, shape ici, en fait, ce n'est pas une méthode, au contraire, c'est un attribut. C'est un attribut. Donc, voilà, donc j'ai 10 000 lignes et 14 colonnes. J'ai 10 000 lignes et 14 colonnes. Je peux afficher les colonnes. Donc, je viens ici, j'écris affichage des colonnes. Donc, je fais df.columns et j'obtiens en fait ici un objet itérable qui contient les en-têtes de toutes les colonnes. Row number, customer ID, surname, credit score, et ainsi de suite, jusqu'à notre variable, jusqu'à la variable cible. Bien sûr, je peux transformer, c'est-à-dire cette quantité vers en fait la bibliothèque NumPy. Donc, quand je fais .values, c'est-à-dire je prends df.column, ça c'est un objet itérable. Quand je fais .values, ben, je vais transformer tout ça en fait en un tableau NumPy. D'accord? Un NumPy array, numerical Python array. Et je peux par exemple ici, venir ici et transformer cette quantité en une liste. Voilà, en une liste. Bon, vous remarquez que je suis en train, en fait, en même temps, je suis en train d'analyser des données, mais en même temps, je suis en train de travailler sur des technologies Python, donc j'essaierai aussi d'expliquer un peu l'algorithmique et les différentes techniques de programmation avec Python. Voilà, je profite de l'occasion. Alors, pourquoi? Eh ben, on doit afficher, c'est-à-dire on doit connaître les noms de ses clients. On va voir que c'est très important après pour effectuer nos requêtes à la SQL. En réalité, on ne va pas travailler avec SQL ici, on va travailler avec le module qui remplace SQL, c'est-à-dire Pandas. Alors, afin de passer nos requêtes, on a besoin de connaître les noms de nos colonnes. OK. Maintenant, on peut aussi afficher, par exemple, affichage des indices. Donc je fais df.index. On voit bien qu'il s'agit en fait des indices entiers, c'est-à-dire je commence à partir de 0 et je m'arrête en fait à 10 000 moins 1 avec un pas de 1. Pourquoi ici j'affiche les indices malgré qu'il est clair et net qu'il s'agit en fait des indices entiers? En effet, cette commande permet peut-être, quand vous allez analyser des séries temporelles, de savoir est-ce que vos indices, ce sont des dates ou bien ce sont c'est-à-dire des dates, par exemple le 1er janvier 2020, le 2 janvier 2020, le 3 janvier 2020, c'est utile en finance de marché. Donc on va savoir est-ce que nos indices sont formés par des entiers ou bien ce sont tout simplement des dates. Enfin, on cherche bien, c'est-à-dire dans les séries temporelles, avoir des indices sous forme des dates, afin de pouvoir tracer des séries temporelles utiles. Bon, ici, peut-être l'indice ne va pas nous servir à grand-chose. Je continue. Donc, on va vérifier, donc vérification de l'existence des champs manquants. Voilà, champs manquants. On dit aussi missing values. Voilà, missing values. Ou bien en français, valeur manquante. Donc, je fais df.is. J'appuie sur tabulation, donc j'ai N1 ou bien nul. Je vais utiliser N1. Je fais Shift Entrée, donc j'obtiens ce test logique. Donc, si le champ est rempli, donc j'obtiens false. Et bien, après, si le champ est vide, j'obtiens un true.
bien sûr, elle est peu pratique, c'est-à-dire de lire, de connaître l'existence des valeurs manquantes comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais appliquer une somme, d'accord? Donc, sur toutes les colonnes, et on va voir que il y a en fait une absence de valeurs manquantes sur toutes les colonnes. Voilà, il n'y a que des zéros. Bon, ça c'est bien, donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, ça nous empêche en fait peut-être de supprimer des lignes où il y a des champs manquants, des valeurs manquantes, ou bien de remplacer les valeurs manquantes, car il y a tout un traitement hein, dans le cas des valeurs manquantes, c'est-à-dire on peut remplacer ces valeurs manquantes par la valeur moyenne, par la médiane, par la valeur précédente, la valeur suivante, la valeur la plus fréquente, mais sachez bien en fait que quand on remplace un champ manquant par la moyenne, par ces estimateurs statistiques, on est en train d'introduire un biais dans notre analyse. Donc ici, en fait, on n'a pas besoin vraiment d'introduire ce biais. Maintenant, il reste juste un petit souci. Imaginez maintenant si ce fichier, au lieu d'avoir 14 colonnes, au lieu d'avoir 14 colonnes, on a eu par exemple 250 colonnes. Donc bien sûr, Jupyter Notebook va vous empêcher d'afficher vraiment toutes les colonnes. Donc on va vraiment compliquer, on va trouver des difficultés majeures pour connaître est-ce qu'il y a des champs manquants ou pas. À cet égard, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux appliquer une autre somme sur déjà cette somme. Déjà sur cette série, j'applique une somme, je vois vraiment que la somme des valeurs manquantes colonne par colonne, c'est-à-dire j'applique une somme sur les valeurs manquantes par colonne, puis j'ai des sommes colonne par colonne, je fais la somme des sommes, je trouve 0. Ok? On peut avoir les mêmes résultats en utilisant un is nul. D'accord? Voilà. Je fais point somme ici et j'obtiens is nul. Donc, conclusion, j'écris le fichier ne contient pas des données manquantes. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je continue alors. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, voilà, je vous rappelle, je suis encore dans l'étape Data Understanding, donc j'essaie vraiment de comprendre mes données. Et à cet égard, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer les techniques issues de la statistique descriptive. Donc je viens ici, j'écris compréhension ou bien utilisation de la statistique descriptive pour décrire les données. Voilà, utilisation de la statistique descriptive pour décrire les données. Donc, quand on dit statistique descriptive, on parle en fait de deux choses. On parle en fait des estimateurs statistiques simples, donc estimateurs statistiques simples comme la moyenne, la médiane, l'écart type, les quartiles, laissez-moi écrire Q1 et Q3 par exemple, et ainsi de suite, Enfin, ce sont des estimateurs statistiques simples. Enfin, oui, j'ai oublié la valeur minimale, aussi la valeur maximale, max, min. Et on trouve aussi les graphes. C'est-à-dire quand on dit graphe, on parle d'histogramme. Histogramme. C'est-à-dire un histogramme est une représentation graphique qui permet de visualiser l'occurrence d'une variable aléatoire. Ça, c'est d'un point de vue probabilité. D'un point de vue maintenant statistique, un histogramme permet de représenter une série statistique univariée. Donc, je parle d'histogramme. Dans le cas où on a deux variables, ou bien deux séries statistiques, alors on va utiliser un nuage de points. D'accord? On va utiliser en fait des diagrammes à moustache. Bon, laissez-moi écrire boxplot, c'est plus facile. Diagramme à moustache, et ainsi de suite. Allons-y. Alors, on va utiliser donc ces techniques faciles
Je pense que vous avez étudié ça depuis le lycée. Nous, on est en train de... Enfin, ce cours est destiné à la base à des étudiants en quatrième année école d'ingénieur qui vont se spécialiser en analyse des données. C'est-à-dire il leur reste déjà une année, c'est-à-dire la cinquième année, et un PFE. Le cours est aussi destiné à des étudiants en Master Business Analytics. Donc, ces estimateurs statistiques ont été déjà étudiés depuis Bac plus 1. D'ailleurs, dans le système français, on étudie ça depuis le collège. Alors, donc, on ne va pas vraiment en fait perdre notre temps, c'est-à-dire de regarder ces estimateurs statistiques, en fait, estimateurs par estimateur, c'est trop lourd, d'accord? Donc, en Pandas, il existe une méthode qui s'appelle Describe, voilà, et qui permet en fait d'afficher directement le nombre des champs remplis, la valeur moyenne, l'écart type, la valeur minimale, la valeur maximale, la médiane, 50%, le quartile, 25%, le quartile Q1, bien sûr, et le quartile Q3, d'accord? De toutes les variables. Attention, pour l'instant, je ne suis pas en train de juger. Est-ce que les variables contiennent de l'information ou pas? Après, on va discuter, en fait, est-ce que ces variables, l'importance de ces variables, variable par variable, d'accord? Donc, pour l'instant, laissez-nous admirer cette commande. Donc, là, vous allez trouver, en fait, des difficultés pour afficher toutes les colonnes. Nous avons 14 colonnes. Maintenant, imaginez si on vous donne un fichier contenant 250 colonnes. Bon, une astuce consiste à calculer la transposée. C'est-à-dire, j'applique la transposée, et ben, on va améliorer la représentation de ce tableau. Et en réalité, un autre data frame. Ok, bon, donc je fais pointer. Bon, laissez-moi en fait revenir à l'affichage initial. À l'affichage initial. Bon, ici, le row number, en fait, le row number, c'est tout simplement l'indice de client, hein, le client numéro 1, 2, 3, 4. Donc, bien évidemment, cette variable ne contient pas une information utile, hein, d'accord? Même si on trace cette variable, on va trouver une loi uniforme, c'est-à-dire on va trouver un histogramme, une distribution constante. Cette variable ne contient pas vraiment de l'information. Après, on va trouver Customer ID, l'identifiant du client. En fait, l'identifiant du client, c'est une clé primaire. C'est ce qui nous reste, ou bien c'est la variable, c'est la colonne qui nous relie, qui nous lie à la fin de la partie BI. J'imagine qu'afin d'obtenir ce fichier plat, l'ingénieur Big Data, il a dû, c'est-à-dire utiliser des logiciels comme SSIS, ou bien Talend. Donc, il a fabriqué des data warehouse, il a utilisé des modèles physiques des données, des data warehouse. À partir de ces data warehouse, il a en fait obtenu ce fichier plat. Donc, afin de faire le lien entre ce fichier plat et bien sûr l'analyse prédictive, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de l'analyse prédictive, et le travail côté BI, donc on va garder l'identifiant du client. Et l'identifiant du client permet aussi de cacher les identités des clients, d'accord? Donc l'identifiant cette colonne ne contient pas d'informations. Attention, donc vous pouvez marquer la clé primaire, ou bien des clés primaires et secondaires, ne contient pas d'informations utiles. Donc, à un moment donné, en fait, on va supprimer row number et on va supprimer customer ID, d'accord? Après, la colonne surname, la colonne géographie et gender, ce sont des colonnes qualitatives. Donc, c'est quoi, donnez-moi la signification statistique de calculer la moyenne sur la variable sexe. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur moyenne entre femmes et hommes? C'est quoi la valeur moyenne entre France, Spain et Germanie, d'accord? Donc, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment, en fait, de sens. Sinon, la méthode Describe va supprimer automatiquement ces variables qualitatives, d'accord? Alors, donc, je ne veux pas commenter ici row number, customer ID, je vais commencer à partir de credit score. Alors, voilà, rapidement, on peut comparer donc entre la valeur moyenne et ici la médiane. Donc, à l'œil nu, on voit que la valeur moyenne et la médiane sont assez proches. Donc,
La différence porte sur sur le troisième chiffre, hein, d'accord? Bien sûr, je suis en train de réaliser des analyses ici qualitatives, hein, à la louche. Après, on va quantifier ces analyses avec des formules mathématiques. Donc ici, je vois la variable âge. Donc la valeur moyenne, c'est à peu près à 39, 38,9. Et la médiane est égale à 37. D'accord? Enfin, après, on peut continuer à analyser. Donc, on peut comparer la valeur moyenne à la médiane. D'accord? On peut aussi comparer la valeur moyenne à l'écart type. C'est-à-dire l'écart type nous donne la dispersion des données par rapport à la valeur moyenne. On peut trouver une interprétation probabiliste de la valeur moyenne. Donc, c'est la valeur, en fait, on peut, c'est-à-dire d'un point de vue probabilité, la valeur moyenne peut être approchée, enfin, elle peut être, hein, c'est pas toujours le cas, à une espérance. C'est-à-dire on peut prendre, c'est-à-dire on peut, quand on calcule l'espérance, car bien sûr il existe en fait des lois de probabilité qui n'ont pas d'espérance. C'est-à-dire l'espérance, leur espérance diverge, soit des variables discrètes ou bien continues. Bon, c'est une autre histoire mathématique. Ok, donc laissez-moi ici en fait juste vous écrire. Allez, on va quantifier. Donc comparaison quantitative entre la moyenne et la médiane. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tout simplement, bon, je vais zoomer un peu, pour voir. Je vais calculer la valeur moyenne moins la médiane, d'accord? Ok? Je fais la différence. Sauf que la différence, comme ça, n'a pas vraiment de signification. Et puis, je vais diviser soit par la valeur moyenne ou bien soit par la médiane. D'accord? Et puis, je vais prendre plutôt la valeur absolue de cette quantité et je fais le calcul et on va obtenir en fait des pourcentages. Donc, on voit bien, bon, je ne vais pas commenter Raw Number Customer ID, donc sur le credit score, on voit bien que c'est de l'ordre de, donc ici j'ai 100%, là j'ai 10%, 20%, 30%, le deuxième chiffre après la virgule c'est 1%, 2%, 3%, donc l'écart, disons, relatif entre la moyenne et la médiane est de l'ordre de 0,2%. C'est peu, hein. Donc, si je prends le credit score, la valeur moyenne, c'est 650 à l'œil nu, et la médiane, c'est 652 dollars, ou bien euros, ou bien dinars, hein, unité monétaire. Pardon, c'est un score, en fait, point. 650, là, 652. Donc, quand je calcule cette quantité, en fait, mathématique, je vois que j'ai 0,2% d'écart. Donc, c'est vraiment très très faible. Donc il n'y a pas. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire en fait l'existence d'un écart faible entre la moyenne et la médiane. Donc quand il y a un écart grand, ça veut dire qu'il y a des points aberrants. C'est-à-dire quand la valeur moyenne et la médiane sont très très loin, ça veut dire qu'il y a en fait une distorsion dans la distribution des données, c'est-à-dire dans votre histogramme. Ça veut dire aussi qu'il y a des points aberrants, des outliers. Par contre, quand l'écart est faible, ça veut dire qu'il n'y a pas des points aberrants. Donc ici, sur là, je trouve 4%. Donc afin de simplifier, je vais multiplier par 100. D'accord? Je vais multiplier par 100. Donc voilà, j'obtiens 4%. Puis sur balance, j'ai 27%. Donc quand même, ce qui me choque, ce que balance, en fait, c'est une variable balance, c'est une variable quand même réelle, et j'ai 27%. Donc je m'attends en fait à des choses vraiment intéressantes. Donc a priori, il y a des clients qui représentent des balances, disons, qui sortent de l'ordinaire. Donc il y a vraiment un grand écart entre la médiane et la moyenne de cette variable. Allez, on va vérifier. Voilà, elle est nue. Regardez, balance. Ici, la valeur moyenne, c'est 76 485. Puis, la médiane, c'est 97 200. Vous voyez, il y a quand même un grand écart. C'est-à-dire, on a pu déjà trouver ça à l'œil nu. Okay? Sauf que dans la vraie vie, quand on finit avec beaucoup de colonnes, ces analyses deviennent compliquées.
Donc, il faut quand même alterner. Donc, un bon data scientist, c'est une personne qui alterne entre des interprétations qualitatives et des interprétations quantitatives véhiculées avec des formules mathématiques. Puis, par exemple, ici, si je prends isActiveMember, donc je trouve à peu près 94%. Donc, je vérifie l'état de isActiveMember. En fait, c'est une variable entière. Donc, si je prends df isActiveMember, on va trouver que des 1, soit 0. Donc, c'est une variable binaire. Donc, le calcul, vraiment, cet écart entre la valeur moyenne et la médiane n'a pas vraiment de significativité statistique. Puis, la variable, bien sûr, cible est une variable discrète, binaire, 0 ou 1. Alors, je trouve à peu près 100%. Donc, voilà, maintenant, voilà, par rapport à ces interprétations rapides, hein, enfin, je ne vais pas encore comparer entre la valeur moyenne et l'écart type. Hein. Donc, après, on ne va pas perdre notre temps et comparer et discuter de ça. Hein. Donc, je vais continuer quand même mon analyse descriptive. Je vous rappelle que je suis dans l'étape data understanding, c'est-à-dire compréhension des données. Et je vous rappelle que je suis en train d'utiliser des techniques issues de la statistique descriptive. Donc, maintenant, vous allez me dire, vraiment, c'est très compliqué, hein, c'est-à-dire utiliser, visualiser des colonnes, valeurs moyennes, écart type, les valeurs minimales, les quartiles, les médianes et tout, pour 14 variables. Et peut-être pendant votre travail journalier, vous allez finir avec des fichiers contenant 250 variables, 300 variables. En computer vision, on peut finir en fait par des millions de variables. En traitement de langage naturel, on peut finir par des centaines de millions de variables, quoi. Enfin, de colonnes. C'est très compliqué. Allez-y, qu'est-ce qu'on va faire? Juste en fait une solution qui permet d'agréger. On va agréger vraiment tous ces estimateurs statistiques en même temps. Et bien, comment? C'est quoi cette solution miraculeuse? Donc, on va utilisation des diagrammes à moustache ou bien des boîtes à moustache. Bon, laissez-moi écrire plutôt boxplot, hein, en anglais, boxplot. Donc, je vais utiliser ces boxplots pour agréger tous ces estimateurs. Donc, df, boxplot, point virgule, shift entrée. J'exécute. Bon, qu'est-ce que je remarque? Je remarque en fait qu'il existe une variable qui dispose d'une valeur, des valeurs très très grandes de l'ordre de 10 à la puissance 7, c'est-à-dire une dizaine de millions, qui cause vraiment une grande perte d'informations visuelles. D'accord? Eh bien, je vérifie, c'est la variable numéro 2. La variable numéro 2, donc, c'est le Customer ID. Enfin, encore une autre fois, le Customer ID, c'est une clé primaire qui ne contient pas d'informations pour l'instant. Enfin, il permet juste, on fait d'identifier le client par rapport au BI. Allez-y, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer temporairement cette variable. Donc, regardez comment on fait pour supprimer en fait cette variable. Donc, tout d'abord, je vais faire ça, je vais créer une autre cellule en bas. Puis, bon, je viens ici, je vais afficher les colonnes. Voilà, c'est plus simple. Maintenant, je vais faire df drop, j'écris colonne, j'ouvre ici, attention, hein, il faut ouvrir une liste, un objet tirable. Et je vais supprimer temporairement row number et customer ID. D'accord? Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. D'accord? Donc, j'exécute. On voit bien que temporairement, hein, c'est-à-dire si je vais afficher df, on voit bien que j'obtiens une deuxième fois row number et customer ID. Donc, je fais ça et je vois que j'ai supprimé les deux premières colonnes qui ne contiennent pas de l'information. On va voir en fait par rapport à surname après. Donc, puis je viens ici, donc tout ça, c'est un data frame, d'accord? Je viens ici, j'utilise les pouvoirs magiques orientés objet de Python et je fais box plot. Point virgule.
Voilà, donc j'obtiens quand même, c'est un peu mieux, voilà, sauf que la variable balance en fait, elle arrive à 250 000, il est en train d'écraser les autres variables. Ok. Vous allez, enfin, c'est quoi la solution? Enfin, tout d'abord, on va ici avec un agrandissement de cette figure. Donc j'utilise fixsize, donc 10, 10, j'exécute. Donc, je vois on voit bien qu'on n'améliore pas trop la situation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va essayer donc d'afficher. Donc, par contre, on trouve qu'il existe en fait des points, c'est-à-dire un regroupement des points noirs par rapport à âge, par rapport à credit score, par rapport à un number of product, et bien sûr par rapport à la variable cible. N'oubliez pas que quand l'écart entre la valeur moyenne et la médiane est grand, c'est un signe de l'existence en fait des points aberrants. Alors, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais tracer donc les box plots pour ces variables, en fait, variable par variable. Ou bien, je vais travailler par exemple, je prends credit score, ok, d'accord. Je vais prendre, bon, je vais faire ça. Je vais prendre aussi âge, ok, et je clique en box plot. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on sait bien que par rapport à l'âge, on ne va pas quand même dépasser 120, 110. Hein. Donc, quand même, le credit score va écraser nos variables. On peut maintenant, je vous propose une autre solution. On va afficher juste l'âge. Voilà. On obtient ce diagramme en mon stage. Donc, ce diagramme en mon stage, j'ai mis un box plot, nous permet d'agréger. C'est-à-dire, plusieurs estimateurs statistiques ont un seul graphe. Alors, je commence à décrire. Donc, j'ai la valeur minimale. J'ai maintenant le quartile, c'est-à-dire Q1. Puis, j'ai la médiane, le quartile Q3. Attention ici, hein, la valeur maximale se trouve ici. La valeur maximale se trouve ici. C'est supérieur à 90. C'est-à-dire, si je fais max df pour la variable âge, je veux trouver 92. Hein. Donc, cette barre ici ne peut pas être considérée comme une valeur maximale. Par contre, cette barre, en fait, est calculée selon la théorie de Tukey, hein, c'est-à-dire la théorie de Tukey. Je vous donne la formule. Donc, la théorie des valeurs extrêmes, et on va appliquer Tukey's méthode, la méthode Tukey. Donc la méthode Tukey, en fait, stipule quoi? On va prendre l'écart interquartile, d'accord? On va multiplier cet écart par 1,5. Enfin, en français, 1,5, 1,5, 1,5. Donc, si je prends l'écart interquartile, bon, vous allez me demander comment on fait pour calculer l'écart interquartile, c'est facile. Donc, l'écart interquartile, enfin, entre deux parenthèses, c'est Q3, c'est-à-dire le quartile numéro 3 moins Q1, le quartile numéro 1, et je multiplie par 1,5. Puis, je vais ajouter le quartile numéro 3. Donc, cette barre, en fait, bien, cette valeur est obtenue comment? Je prends l'écart interquartile, c'est-à-dire ça. Vous voyez hein, cette distance. Je multiplie par 1,5, puis j'ajoute ça à Q3, donc j'obtiens ça. D'accord? Donc si les clients, ou bien les observations sortent de cette valeur, c'est-à-dire de cette limite supérieure, on peut considérer que ces clients sont des points aberrants. Ce sont des outliers, d'accord? Bien sûr, selon la théorie des valeurs extrêmes. Donc, je vous conseille d'aller étudier cette théorie. Bien sûr, pour la frontière inférieure, donc on va faire pareil, Q3 moins Q1, c'est positif, Q3 est supérieur à Q1, fois 1,5, ou bien 1,5. Bon. Puis, je fais Q3 moins ça, enfin Q1, pardon.
Q1 moins cette quantité. D'accord? Donc, quand je fais ça, je veux obtenir des valeurs, je veux obtenir la limite inférieure. Bien sûr, ici, il n'y a pas des points aberrants en bas, ok? Donc, la barre ici, c'est tout simplement la valeur minimale. D'accord? Attention vraiment à l'interprétation des box plots. Hein. C'est un peu compliqué. Enfin, les box plots sont faciles, sont des graphes gentils, mais quand même, il faut savoir vraiment avoir une interprétation utile de ces box plots. Bon, laissez-moi maintenant, en fait, vous tracer le credit score, le box plot de credit score, puis on va discuter. Box plot. Bon, je vous rappelle, donc il faut quand même mettre un objet tirable à l'intérieur. On n'aime pas ça. Et voilà, donc il faut passer. Quand je fais Shift Entrée, hein, c'est-à-dire j'exécute et j'oublie de mettre un point-virgule, donc l'adresse hexadécimale de la figure s'affiche et on ne comprend pas, on n'est pas en C ou bien en C++ pour avoir besoin de ces adresses, donc je mets point-virgule pour supprimer cette sortie indésirable. Donc, regardez, on voit bien que le credit score présente quand même l'existence des points aberrants. Voilà, mais c'est par valeur inférieure. Ok, donc je vais quand même vous interpréter ce diagramme en stage. Donc j'ai la valeur maximale. Attention, donc cette barre ici change. Hein. Donc cette barre, c'est plus Q3 moins Q1 fois 1,5 plus Q3, non, c'est plutôt la valeur maximale. Donc Q3, ça c'est Q3, la médiane, Q1, et puis j'ai ici Q1 moins Q3 moins Q1 fois 1,5, et voilà la valeur minimale. Donc la valeur minimale est largement inférieure à 400. Voilà. Maintenant, bien sûr, on peut continuer en fait à faire cette étude des points aberrants, sauf que aujourd'hui, je vous propose de ne pas attaquer vraiment frontalement, c'est-à-dire le problème posé par les points aberrants, car mon but, c'est d'effectuer en fait un TP sur c'est-à-dire les algorithmes de classification. Donc, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer, c'est-à-dire je vais consacrer une vidéo entière sur les points aberrants, c'est-à-dire comment on les détecte et comment en fait on les traite, c'est-à-dire est-ce qu'on les supprime ou pas. Donc voilà, cette dualité, est-ce qu'on a le droit de supprimer des points aberrants dans les données, voilà. Ok, donc je continue maintenant. Alors, donc c'est bon, on a fini avec cette histoire des points aberrants. Donc je vais quand même conclure ici. Alors, l'étude des box plots et la comparaison entre les valeurs moyennes et les médianes montrent l'existence, voilà, de plusieurs laissez-moi écrire client, point aberrant, ouais, ou bien point aberrant, en anglais outliers, on peut aussi dire anomalies. Ok. Et voilà, on se propose, c'est-à-dire dans le reste de l'analyse, de garder ces clients. C'est-à-dire on ne va pas supprimer ces clients. Okay, on ne va pas parler de ces anomalies. Anomalies. En anglais, on dit outliers, anomalies. OK. Maintenant, je vais revenir alors à notre but. Et on va essayer de comprendre un peu quelques distributions statistiques, c'est-à-dire liées aux différentes variables. Donc, je m'intéresse, n'oubliez pas qu'on est en train de travailler en fait sur le problème des axements des clients. Et dans ce problème, on s'intéresse à l'état des clients qui vont quitter, ou bien qui vont rester dans l'entreprise. Donc, il faut quand même apporter une grande importance, ou bien il faut étudier cette variable cible.
Alors, donc je viens ici, exited. OK. Donc j'affiche la série statistique qui contient cette variable. Puis je vais utiliser la méthode value count. J'aurais dû l'écrire, donc value count, OK, shift entrée. Voilà, donc on obtient cette statistique. Donc nous avons à peu près 7963 clients qui restent dans l'entreprise et 2037 clients qui vont quitter. Bon, voilà. On remarque en fait que les clients qui vont quitter, enfin qui ont quitté l'entreprise, leur nombre est plus faible que les clients qui ont resté. Bon, c'est tout à fait normal. Sinon, on va fermer l'entreprise ou bien on va fermer la banque. Hein. Mais laissez-moi maintenant, en fait, vous tracer une distribution statistique, cette variable. Donc, je vais utiliser maintenant, attention, hein, je ne suis pas en train de travailler avec Matplotlib, je suis en train de travailler plutôt avec le module Seaborn. Le module Seaborn, hein, c'est un autre module graphique, une autre bibliothèque graphique très très puissante. Donc, je fais Shift entrée, enfin point virgule, Shift entrée, et j'obtiens ça. Voilà. Donc, on voit que, on voit bien que, il est bien